Salut à tous, voici la seconde partie de la vidéo de synthèse du livre La BD mode d'emploi de Thierry Grondstein. Je vais parler ici de l'expérience que l'on a en tant que lecteur de BD, de notre manière d'appréhender les codes, le dessin et le texte, et de l'équilibre délicat qui se fait entre tous ces éléments. Nous avons besoin de la complicité du lecteur pour raconter une histoire. Nous avons un langage commun, un langage graphique qui facilite cette compréhension, qui fait que le lecteur immédiatement sait ce que nous voulons faire. À partir de ce moment-là, je peux écrire n'importe quoi et mon ami Uderzo le dessinera facilement. Voici une chouette citation de l'auteur Chris Ware. Pour moi, la grande différence entre le cinéma et la BD est que le spectateur de cinéma est relativement passif, alors que le lecteur de BD s'investit beaucoup plus dans la construction même du sens. Si on devait faire une comparaison avec la musique, je dirais ceci. Quand on regarde un film, c'est comme si on écoutait de la musique enregistrée, alors que quand on lit une BD, c'est comme si on lisait une partition. C'est à nous, lecteurs, de faire jaillir la musique de cette partition. C'est à la compétence du lecteur que l'auteur fait appel pour comprendre la logique d'une scène. Pendant sa lecture, on garde en mémoire les vignettes que l'on lit et que l'on accumule pour reconstituer un tout cohérent. On se rappelle de ces vignettes non seulement par leur dessin et leur narration, mais aussi par la forme de leurs cases, alors que la perception tangible du contour des cases s'efface quand on est absorbé dans sa lecture. On a à la fois une perception fragmentée et totale d'une lecture de BD. La perception globale et la lecture fluide permettent au lecteur d'unir toutes les scènes comme si elles ne possédaient pas de coupure entre elles. La BD est capable d'imposer avec force l'illusion de sa consistance. Toujours dans l'idée d'étudier le processus d'une lecture de BD, Grondstein parle de l'interprétation de l'image. Il va diviser ça en 3 points. Il y a d'abord l'interprétation encyclopédique. Un lecteur de BD a en mémoire sa culture du dessin, des codes qu'il a déjà vus auparavant, mais aussi des images qui lui viennent de son vécu, de l'observation de la réalité. Il va pouvoir projeter tout ce savoir accumulé qui lui est propre dans les images qui lui sont données à voir pendant sa lecture. Il y a ensuite le réseau, de l'ensemble des éléments qui composent une image et que l'on interprète pour comprendre le récit et lui donner une interprétation. L'interprétation des couleurs, par exemple, va suivre une logique culturelle, mais aussi une logique interne au récit, si l'auteur veut lui donner un sens particulier. Et enfin, il y a la description, qui est le fait d'explorer les détails d'une image. Si ce processus est vraiment poussé et que l'on s'attarde beaucoup sur une image, on passe alors d'un régime de lecture à un régime d'observation. Ce rythme de l'analyse de l'image dépend de chaque lecteur et aussi du style du dessinateur. Pour fluidifier le processus de description, la BD use beaucoup de schématisation des personnages et de codes visuels qui permettent d'identifier rapidement un ressenti. La gestion du texte a bien sûr lui aussi un rôle important dans la fluidité de la lecture. En tant que lecteur de BD, on nous offre donc des œuvres à lire et à regarder. On a un double investissement, on participe et on contemple. On peut être tellement entraîné dans une histoire qu'il est parfois compliqué d'interrompre sa lecture pour juste s'attarder sur le dessin, et il existe parfois une tension entre ces deux aspects. Un lecteur de BD doit donc tirer du sens à la fois du texte et du dessin, et doit reconstituer avec logique le vide, le lien qui se fait entre deux vignettes pour former un tout cohérent. Pendant notre lecture, on va à la fois apprécier l'histoire qui nous est racontée, mais aussi son esthétique. Le style du dessinateur va contenir beaucoup d'informations sur lui-même, sa culture, ses années de pratique, sa sensibilité, sa manière de retranscrire sa vision et sa connaissance du monde. Grondstein dit qu'il existe ainsi 3 plaisirs pour un lecteur de BD. Un plaisir de récit, un plaisir de dessin et un plaisir propre à la BD. Le plaisir tout particulier de lire une BD, qui est plus que la simple addition des 2 premiers plaisirs. C'est ce qu'on va aborder ici. Le plaisir du récit en tant que tel se retrouve dans tous les médiums narratifs, et même plus largement dans la manière de penser des humains, du fait que l'on tend facilement à rendre narratif, à transformer en histoire notre quotidien, notre relation au monde. La BD serait un bon médium dans sa manière d'aborder le réel, dans le fait que, contrairement à un film, la BD marque bien le fait qu'un médium narratif est une interprétation de la réalité, qui est dictée par des règles propres, une logique interne au médium. De plus, la BD est un art graphique et l'ensemble des éléments qui composent une page sont dessinés, délimités par des traits et mettent sur un même plan d'existence un élément de décor ou un personnage et rend plus poreuse la frontière entre le vivant et l'inanimé. Ce qui peut donc faire tendre à la BD une tendance naturelle pour le récit fantastique. Quand on était des enfants, nous avons tous dessiné et la BD continue de faire vivre cet espace de liberté d'imaginer et de s'émerveiller. Pour ce qui est du plaisir du dessin, un lecteur de BD est un boulimique d'images, il en redemande toujours plus. Chaque scène peut être appréciée indépendamment et on peut même revenir en arrière avec fluidité dans sa lecture pour réapprécier de nouveau une vignette, contrairement à un film ou même un roman dans lequel une phrase que l'on a appréciée tend à davantage se perdre dans le corpus de texte. Un dessinateur doit donc redessiner beaucoup de fois ses personnages lors d'une histoire, et pour un lecteur, apprendre à apprécier les petites imperfections que cela peut impliquer pourrait renforcer notre appréciation d'une BD en tant qu'œuvre et pas simplement en tant que récit à lire. Donner à ces imprévus une charge poétique. On peut rajouter ça à la palette de compétences du lecteur de BD, comme une compétence non cruciale mais très enrichissante.
Pour privilégier une lecture fluide, les dessinateurs sont majoritairement amenés à développer un style épuré où l'information que donne le dessin doit être retranscrite pour maximiser sa clarté, comme par exemple le style de l'école de la ligne claire. Au style du dessin s'ajoute aussi tout le travail de mise en page et de découpage qui représentent eux aussi le style d'un dessinateur de BD. Il faut donc une bonne alchimie entre le dessin, le découpage et la mise en scène pour créer un plaisir de lecture. Dans cette planche de Robert Crumb, le dessin est bien sûr magnifique, mais le fait que la mise en page soit composée de beaucoup de petites cases de même taille invite moins à la contemplation qu'à une lecture fluide. Ces petites cases ne réduisent pas pour autant la beauté du dessin, elles sont leur environnement naturel dans une page de BD, et le style de Crumb, comme sa mise en scène, ont été pensés comme ça, modelés par leur médium. Le style du dessin de BD varie bien sûr selon la culture, et on peut remarquer certaines tendances. Un mangaka se permet souvent d'avoir un style à facettes, et donc d'avoir de grandes variations et mélanges de styles au sein d'un même manga. Un dessinateur de BD occidental sera quant à lui souvent plus homogène au sein d'une même BD, et ne se permettra de changer de style qu'en abordant un nouveau projet. Tout ça fait que pour que la critique du dessin d'une BD soit vraiment pertinente, il faut la recontextualiser dans sa page, dans la narration dans laquelle elle s'inscrit. Il existe bien sûr des virtuoses chez les dessinateurs de BD, mais se limiter à un critère esthétique de type les beaux-arts ne suffit pas, car le dessin d'une BD a avant tout une finalité narrative. Le dessin d'une BD doit être clair et rythmer la lecture des cases pour participer au plaisir de lecture global. Pour analyser un dessin de BD, peut-être que la notion de justesse le porte alors sur la notion de beauté. Comme critère d'évaluation d'une BD, Grunstein interroge à quel point on peut décorréler l'appréciation d'un scénario et d'un dessin. Il pose la question duquel des deux est au fond le plus important pour une BD. Il prend l'exemple de Watchmen écrit par Alan Moore. C'est une BD qu'il adore mais dont il trouve le dessin de Dave Gibbons assez quelconque. Grunstein explique qu'il prend cependant énormément de plaisir à lire cette BD et que même s'il n'apprécie pas le dessin ni sa mise en couleur, ce dernier ne vient pas pour autant gâcher sa lecture. La BD serait donc une littérature à dominante visuelle, mais pour laquelle un bon scénario pourrait largement compenser un dessin plus faible, qui peut se contenter alors d'être juste fonctionnel. Il souligne cependant qu'on ne peut pas complètement décorréler le succès d'une BD de son dessinateur, et que c'est bien la BD comme un ensemble qui fonctionne ou non pour le lecteur. Pour le cas d'Alan Moore, c'est un scénariste qui donne beaucoup d'indications de mise en scène à ses dessinateurs, qui n'ont donc a priori pas beaucoup de marge créative. On en revient au rôle crucial du découpage et de la mise en page. A contrario, chez un auteur comme Reiser, le dessin est puissant et va prendre de la place, il ne va pas du tout se mettre en retrait pour la narration, et on ne peut pas l'ignorer. En fin de compte, Grunstein propose surtout le fait d'éviter un dogmatisme dans les critères d'évaluation de ce qui pourrait être ou non une bonne bande dessinée. Petit commentaire personnel, la conclusion de Grunstein peut sembler assez évidente, mais j'ai la même expérience que lui. Si le scénario est bon et le dessin clair, je peux à peu près lire n'importe quelle BD, et pourtant ça reste compliqué de se dire que le style de dessin d'une bonne BD est quelque chose qui peut être secondaire. Il reste cependant des priorités dans la qualité que doit avoir un dessin de BD. Dans une BD, un auteur va devoir redessiner énormément ses personnages. La BD est donc un art de la répétition, mais aussi du renouvellement constant. Tout ça fait qu'un point crucial d'une bonne planche de BD réside dans la justesse avec laquelle un dessinateur va faire s'exprimer ses personnages dans leurs gestes et dans leur visage. Une BD peut avoir un décor dessiné de manière plus ou moins négligée, mais c'est bien un dessin maladroit de personnages qui peut décrédibiliser à lui seul une planche complète. Il faut que le lecteur croie au jeu d'acteur que donne le dessinateur à ses personnages. Un contre-exemple que donne Grunstein est la BD du chat de Philippe Geluck, qui a un personnage qui garde presque toujours la même expression sur toute une page. Grunstein se demande alors quelle plus-value apporte le format BD au texte de Philippe Geluck. Déjà, Grunstein souligne le fait que le visage impassible du chat permet au lecteur d'y projeter son propre ressenti face au discours que le personnage tient et qui évolue de case en case. Le chat peut alors sembler arrogant, stupide ou pensif à différents moments de son monologue tout en gardant pourtant la même expression. Ça permet à Geluck de ne pas complètement figer son gag, dont l'intention et le discours peut rester ambivalent entre la stupidité et l'intelligence. Le regard fixe du chat nous entraîne dans un dialogue muet avec lui, et on entre aussi bien en relation avec le texte que le dessin. Et pour finir, la répartition du monologue dans des bulles et des cases permettent de différencier et insister sur chaque partie du discours et de ses propositions, avant d'enfin terminer sur la conclusion, la chute attendue en fin de page. J'ajouterai personnellement un point en plus qui est de la manière qu'a Geluck de couper une phrase assez courte en plein milieu pour la continuer sur la bulle suivante. C'est de l'ordre du sentiment, de l'impression, mais cette utilisation particulière de la bulle participe à donner au chat un ton bien à lui. Voilà pour le résumé du livre sur son aspect d'analyse de mise en scène et de l'expérience de lecture d'une BD. J'ai bien aimé ce livre qui donne des outils concrets et reste accessible tout en ouvrant assez bien l'idée de richesse qui se trouve dans les codes de la BD. Dans cette vidéo, je n'ai pas parlé d'un terme de Harry Morgan, l'homme mythopoétique. Grunstein l'évoque rapidement sans suffisamment le détailler. J'ai été lire 2 textes qui l'évoquent également, mais je n'ai pas compris ce que c'était et pas moyen de trouver une définition claire. J'avais déjà essayé de lire son livre plus ancien, Système de la bande dessinée, mais il était trop dur à lire pour moi et j'ai abandonné au cours de route l'écriture d'une synthèse. Je vais essayer d'y revenir
revenir, mais le langage universitaire de ce livre plein de jargon est hyper rebutant. Car mon autre crainte est bien sûr de comprendre de travers le propos de Kronsteen et d'expliquer n'importe quoi. À voir du coup, car j'ai envie de me mettre un maximum à jour sur les théories de la BD pour que je puisse m'inscrire légitimement dans une mouvance et enrichir ma connaissance sur le sujet, sachant que jusqu'à maintenant j'ai marché principalement à l'empirisme. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours si certains points ne vous ont pas semblé clairs, mais aussi si vous trouvez que les termes et concepts développés ici vous apportent vraiment quelque chose dans votre lecture d'une BD. C'est pas tout de développer de la théorie, il faut aussi voir ce qu'elle vaut en pratique. Je vous remercie pour votre temps de cerveau et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.